On va pouvoir commencer cette petite séquence autour de l'entrepreneuriat féminin. Bienvenue dans un premier temps à toutes et à tous, que vous soyez ici, Océane ou en virtuel, à cette session de la commission RSE et ODD du CIAN. Je suis Pierre-Samuel Gueb, l'honneur, ainsi l'honneur de présider cette commission et de l'animer avec différentes thématiques, et notamment aujourd'hui la question de l'entrepreneuriat féminin, des bonnes pratiques en la matière et de la meilleure manière de le porter aussi au sein des dispositifs de RSE des entreprises. Euh, voilà, pour échanger autour de ces sujets, nous avons quatre belles personnes qui vont venir nous partager un petit peu leur retour d'expérience sur ces enjeux. Tout d'abord, à distance, depuis Madagascar, Menja Andrea Mampiania. Voilà, il fallait que je le loupe une fois avant de t'appeler directement par ton prénom. C'était ce qui est le plus simple, hein, Menja, directrice des opérations de Next A, qui fait partie du groupe Action. Bouna Khan, directeur de Simplon Africa, qui va nous parler aussi de ses activités. Roman Bossard, responsable mécénat et partenariat du groupe Eramet. Et Leslie Gomez, responsable des partenariats et des relations médias d'Entrepreneurs du Monde. Voilà, nous allons avoir une petite heure 30 ensemble. On a préparé quelques questions. Et puis, à l'issue de ces petits rounds, tous nos invités pourront répondre à vos questions. Sur le thème donc de cet entrepreneuriat féminin, c'est l'un des leviers essentiels du développement économique du continent africain, et ce ne sont pas les initiatives qui manquent, mais toute la question est quelles sont les clés de succès de ces initiatives, leurs bonnes pratiques et leurs méthodes, notamment dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises et sur le continent. Quels partenariats peuvent être noués entre les acteurs pour augmenter l'impact de ces projets? C'est tout le sujet de nos discussions ce matin, et je vous en remercie. Je vous propose peut-être que vous commenciez par faire une petite présentation de vous-même en 1 minute, de manière à ce que les audiences puissent avoir une bonne visibilité de qui vous êtes, ce que vous représentez et un petit peu ce que vous portez. Leslie, the floor is yours, comme dirait notre président de la République. Eh bien, Leslie Gomez, je suis responsable des partenariats privés et relations médias chez Entrepreneurs du Monde, chez qui j'ai le grand plaisir de travailler depuis aujourd'hui 9 ans. Bon anniversaire. Merci. Bouna? Bonjour à tous, je suis Bouna Khan et je suis le directeur de Simplon Africa. Simplon Africa est une filiale du groupe Simplon Co qui fait de l'inclusion sociale par le numérique. Bonjour à tous, Romane Bossard, responsable mécénat et partenariat pour le groupe Eramet, et je suis notamment en charge du programme de mécénat qui s'appelle Eramet Beyond for Contributive Impact, via lequel on s'est engagé à soutenir près de 1000 femmes entrepreneurs au total en 3 ans au Gabon et au Sénégal. Menja? Bonjour à tous, je suis Menzange Mampian, directrice des opérations au sein de Nexta. Nexta, c'est la plateforme entrepreneuriale qui a été créée par le groupe Action pour accompagner les entrepreneurs de sorte à ce qu'ils aient droit à des services et qu'ils montent également en compétences. Super, magnifique. Vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. On a donc préparé les questions et vous avez préparé les réponses. C'est ce qu'il y a de plus corporate, hein, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Autant qu'il n'y a pas de questions pièges, hein. L'objectif, c'est le partage de bonnes pratiques. Donc, je vais commencer par la première. Et puis, de la même manière, vous pourrez présenter dans un temps très court justement les initiatives que vous portez. Alors, quelles sont vos initiatives en matière de soutien à l'entrepreneuriat féminin et l'ambition qu'il y a derrière ces projets? Et je vais commencer par Menja. Comme ça, on fait le tour dans l'autre sens. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes un accélérateur et un incubateur d'entreprises. Nous sommes basés à Madagascar. La question de la femme entrepreneur est très importante à notre niveau parce que, ben, comme on le sait, à Madagascar, les femmes, ça fait compte un peu plus de 52% de la population. Donc, dans cette optique, nous avons développé différents programmes en tenant compte des réalités différentes de ces femmes-là. Donc, parmi les projets que nous avons déployés, nous avons
un programme, nous avions tout récemment clôturé un programme dédié à l'adaptation aux chaînes des valeurs agricoles qui a été mis en œuvre avec la GIZ à Madagascar. Et nous nous sommes plus orientés vers l'accompagnement au travers le mentorat pour des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat agricole en zone rurale et de sorte à ce qu'elles soient capables de développer un projet d'activité génératrice de revenus. Ça, c'est un projet agricole et rural. Ensuite, nous nous sommes également concentrés sur d'autres thématiques, comme par exemple les femmes qui sont dans des zones défavorisées de la capitale. Ces femmes-là, elles sont particulièrement vulnérables dans le sens où elles n'ont pas forcément de revenus, elles ont des enfants à charge et la plupart du temps, elles n'ont pas les connaissances, ni les compétences, ni le background éducationnel qui serait nécessaire pour développer une entreprise. Ces femmes-là, nous avons fait le choix avec un partenaire qui est Action Éducation de mettre en œuvre un programme que nous appelons Projet Sandwich pour développer la capacité de créer un AGR pour ces femmes défavorisées. Et puis, un autre aspect aussi, c'est qu'il n'y a pas que des femmes défavorisées à Madagascar. Donc, nous nous sommes également concentrés sur des femmes qui ont, on va dire, plus de background universitaires, qui veulent développer une entreprise, on va dire, qui cible un segment de marché un peu plus élevé. Donc, nous avons, avec le partenariat, encore une fois, et sous le financement du PIC, qui est un projet intégré de croissance à Madagascar, nous avons mis en œuvre ce qu'on appelle le projet MIAR Digital, qui va accompagner, incuber pendant 12 mois des femmes ou des hommes, des jeunes qui développent des projets dans le digital, numérique et technologique. Et un autre programme qui, pour nous, fait partie aussi des innovations que nous avons apportées depuis ces quelques années où nous opérons, c'est un programme d'accélération à l'adaptation. Et c'est sous le financement de Conservation internationale. Nous accompagnons cette fois-ci des PME, des structures qui sont déjà établies et qui veulent travailler sur des thématiques très spécifiques pour pouvoir scaler leurs activités au-delà d'une échelle de très petite entreprise et pouvoir aller vers une échelle plus PME, on va dire. Et là, nous avons également des femmes à peu près 4 femmes sur 15 sont sur ce programme d'accélération. Donc, voilà les programmes sur lesquels nous travaillons actuellement. En résumé, nous ne sommes pas du tout agnostiques, nous ne sommes pas du tout concentrés sur un secteur, nous sommes agnostiques et nous ne sommes pas non plus concentrés sur on va dire un niveau, une catégorie socio-professionnelle, mais nous touchons à toutes les réalités des femmes parce qu'à Madagascar, on a différents profils et il faut pouvoir proposer des offres différentes par rapport à ces profils-là. Donc, voilà. Merci beaucoup Benja. Super intéressant d'entendre en effet le caractère très ouvert hein, depuis la jeunesse jusqu'à l'entrepreneuriat. Roman, pour continuer, parlez-nous peut-être de Beyond et des initiatives qui sont portées derrière ce programme ambitieux. Oui, avec plaisir. Donc, je vais remettre un petit peu dans le contexte. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Eramet, donc nous, on est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation des métaux. On représente plus de 10 000 collaborateurs dans 16 sites industriels et miniers dans 15 pays, donc on couvre tous les continents. Et on est déterminé à devenir une référence en matière de transformation responsable des ressources minérales
pour le bien vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs notre raison d'être, en fait, qui a été intégrée dans nos statuts il y a quelques années. On a lancé en début d'année une nouvelle feuille de route RSE qui s'appelle Act for Positive Mining et dans laquelle on a notamment pour ambition de renforcer en fait notre impact positif dans nos pays d'opération. Et c'est dans cette dynamique vraiment de vouloir être un acteur encore plus contributif qu'est née du coup l'initiative Beyond. Donc le programme Beyond, il a pour objectif vraiment de favoriser le développement économique et social dans les pays où nous opérons. Et il s'articule en fait autour de trois priorités stratégiques pour nous. La diversification économique, c'est-à-dire la création d'emplois dans des secteurs en dehors de notre chaîne de valeur. La réduction des inégalités liées à l'éducation et au genre. Et le soutien à des pratiques agricoles résilientes et durables. Et pour cela, concrètement, en fait, on noue des partenariats avec des partenaires experts, que ce soit ONG, fondations, entreprises sociales, avec qui on co-construit en fait des projets impact. Et donc, l'entrepreneuriat féminin, c'est une des pierres angulaires de Beyond, puisque en fait, c'est un des tout premiers projets qu'on a lancé au Gabon en 2022, qui s'appelle Femmes d'avenir. Donc, on a noué un partenariat avec la fondation Women in Africa pour accompagner en 3 ans 380 femmes gabonaises dans le développement de leur activité entrepreneuriale par la formation, le mentorat et puis par des opportunités de networking et puis d'accès au financement. Et en fait, on a eu de très beaux retours suite à la première promotion. Et suite à ça, on a décidé en fait d'essaimer le projet Femmes d'avenir au Sénégal. Et donc, c'est pour ça qu'en 2023, toujours avec WIA, Women in Africa, on a lancé pour 3 ans le projet Femmes d'avenir pour accompagner cette fois 615 femmes et plutôt sur des thématiques de développement personnel pour favoriser leur réussite professionnelle. Voilà, et puis on vient de le lancer cet été avec un autre partenaire en Argentine et on espère soutenir l'entrepreneuriat féminin en Indonésie très prochainement. Voilà. Très bien. Donc, c'est vraiment une approche globale, systémique et dans une recherche d'impact. Tout à fait. Bouna, turn is yours. Oui, merci Jean-Samuel. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Simplon, en dire deux mots. Simplon est une entreprise sociale, solidaire, française. Donc, le groupe Simplon est basé ici à Montreuil. Nous, le pari qu'on a fait depuis 2013, année de création de Simplon, c'est de dire on va aller chercher des personnes éloignées de l'emploi, des personnes vulnérables, des personnes éloignées du digital, les former et les accompagner vers l'emploi. C'est ça le pari. Et depuis 2017, on s'est implanté en Afrique avec le hub de Simplon en Afrique qui est basé à Dakar, donc que je dirige. Et aujourd'hui, Simplon Africa opère dans 24 pays en Afrique. Sur ce volet-là, donc le volet de la formation, on va aller sourcer des personnes vulnérables, on les forme, on les accompagne vers l'emploi. On vient de publier la semaine dernière notre impact en Afrique. On a eu accompagné 32 000 personnes sur le continent. À la fois sur l'acquisition de compétences numériques, mais aussi sur les formations métiers. Sur les formations métiers, on est aujourd'hui à un taux d'insertion professionnelle en Afrique de 92%. Je suis très fier de le dire parce qu'on est plus fort qu'en France, alors que l'écosystème économique en Afrique est beaucoup moins faible. Eh bien, cela s'explique par le fait qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources à l'accompagnement de nos apprenants, mais aussi à l'accompagnement des entreprises qui ne savent pas forcément exprimer leurs besoins en recrutement. Alors, sur l'inclusion des femmes, nous, chez Simplon, au groupe Simplon, c'est une valeur cardinale. Nous, on est une entreprise sociale et solidaire. On n'a pas forcément vocation à faire des bénéfices et à se les repartager entre administrateurs, mais on est plutôt jugé sur l'impact. Et de ce point de vue-là, nos administrateurs exigent de nous quand même un bon taux d'inclusion des femmes dans notre activité. Nos actionnaires, parmi lesquels il y a la Caisse de dépôt et de consignation, il y a le fonds Amundi, il y a Fitrust. Et on est d'abord jugé sur l'impact. Et l'impact, c'est aussi le taux d'inclusion des femmes. C'est pour ça qu'on se fixe des objectifs de 50% tout le temps dans nos corps de formation, même si on les atteint difficilement.
pour la bonne et simple raison que c'est assez compliqué d'inclure les femmes parce qu'il y a l'autocensure, on fait des métiers techniques, c'est très technique, c'est pas pour moi. Et on lutte contre ces autocensures-là. Et sur la partie entrepreneuriale, aujourd'hui, les projets qu'on porte un peu partout en Afrique, là je reviens tout droit du Ghana, où on a lancé avec une fondation américaine la formation de 600 jeunes, hommes et femmes, très souvent qui sont soit porteurs de projets entrepreneuriaux, soit qui ambitionnent d'emporter. Donc, nous, on a ces deux types de bénéficiaires. Il y a des gens, ils ont déjà leur projet entrepreneuriaux, mais ils ne savent pas utiliser les outils digitaux pour propulser leur entreprise en ligne. D'autres qui disent, moi, je souhaite porter un projet entrepreneurial, mais avant ça, j'aimerais avoir d'abord les compétences pour pouvoir gérer une entreprise en ligne. Et nous, on a ce qu'on appelle des SAS de préqualification et de qualification. Et justement, pour remonter un peu le taux d'inclusion des femmes, on a des SAS qui sont exclusivement dédiés aux femmes entrepreneurs, avec tout un parcours d'accompagnement, de formation et aussi d'accompagnement vers les financements. Parce que, quoi qu'on puisse dire, j'entends souvent que c'est le projet qui fait l'argent et pas l'argent qui fait le projet, mais je pense qu'il faut marcher sur les deux piliers parce que c'est extrêmement important. Et donc, du coup, on a cette chaîne de valeur-là qu'on impacte avec nos femmes. Et donc, les femmes, on va les sourcer et on passe souvent par des organismes prescripteurs qui travaillent avec des organisations de femmes pour sourcer les femmes porteuses de projets ou bien qui sont déjà en entrepreneuriat. Parce que quoi qu'on puisse dire, on y reviendra plus tard, mais elles ne savent pas, elles ne sont pas bien informées. Donc, nous, on va les chercher. Au Sénégal, par exemple, on a une initiative qui marche très bien, qu'on mène avec ONU Femmes au Sénégal. Parce que simplement, c'est à la fois la formation, mais aussi tout ce qui touche à la production de solutions numériques. Et ONU Femmes nous a confié la mise en place d'une plateforme pour onboarder 10 000 femmes entrepreneurs dans la région du Valais du Sénégal qui cultivent le riz. Donc, l'idée, c'est assez innovant, je trouve. L'idée, c'est de comment accompagner, comment former des animateurs, des relais pour accompagner ces femmes-là à proposer leurs produits via la plateforme. Donc, ça nécessite de la formation des femmes, de l'accompagnement. Et aujourd'hui, cette plateforme-là est opérationnelle dans le nord du Sénégal. On est en train de voir comment la répliquer dans le sud à Ziguinchor et voir dans le deuxième pays de la sous-région qui est le Libéria. Euh, Très souvent, ce qu'on propose, c'est sur la partie entrepreneuriale, c'est toute une chaîne. Nous, c'est vrai qu'on est spécialiste dans le digital, mais derrière, on travaille sur tout ce qui est aussi compétences transversales pour permettre aux femmes, à la fois, une fois qu'elles ont acquis les compétences techniques, qu'elles aient également des compétences transversales qui leur permettent de développer leur réseau. Je suis très bavard, donc je vais m'arrêter là. Ouais, mais pourtant, j'allais te poser quand même une question complémentaire. Simplement, en Afrique, c'est combien de pays et lesquels? C'est 24 pays. Alors, on a des pays d'implantation et des pays d'intervention. Moi, je suis un pur produit des ONG, donc du coup, j'ai beaucoup appris aussi des difficultés que les ONG ont à ouvrir des bureaux pour mieux les fermer parce que ce n'est pas pensé en amont. Donc, nous, sur le plan stratégique, on a validé avec le conseil d'administration des pays stratégiques où on s'implante avec un directeur pays ou une directrice pays, du staff, et là, on a des ambitions. Bon, pour tout le reste, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de sélectionner des opérateurs en local qu'on renforce et qui on transfère notre expertise pour pouvoir faire ce que nous faisons. Et on considère comme étant notre impact, puisque c'est notre accompagnement. Très souvent, c'est des organisations qui sont faibles, mais une fois passées dans notre système de compliance, une fois qu'on a vérifié qu'on partage les mêmes valeurs, on leur transfère tout le savoir-faire pour qu'ils puissent impacter également durablement les pays. Donc, aujourd'hui, en Afrique, pour répondre concrètement à ta question, on a 6 pays d'implantation et tout le reste, on est vraiment en mode collaboration avec des acteurs locaux. Après, ils deviennent tellement forts qu'on répond ensemble à des appels à projets, qu'on porte des consortiums. Et quand on gagne des projets, on implémente ensemble. C'est une manière aussi de renforcer l'écosystème des pays dans lesquels on intervient. Merci. C'est vrai que tu es un peu Je suis bavard. bavard. Bah ouais, mais c'est pas grave. Je suis bavard et passionné. On t'aime comme ça, donc il n'y a pas de souci. Du côté de l'entrepreneur du monde, comment est-ce que ça se passe, Leslie? Alors, je vais rappeler un petit peu Mais oui. ce que fait l'ONG Entrepreneurs du Monde. Donc, Entrepreneurs du Monde accompagne des personnes très vulnérables dans l'entrepreneuriat et l'accès à des biens et services essentiels, notamment l'accès à l'énergie. Nous agissons dans 12 pays en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, en Haïti et on a aussi une petite activité en France. Pour agir auprès des plus démunis qui vivent dans des bidonvilles, dans les zones rurales,
nous créons des structures locales. On passe par ce biais-là, puisqu'en fait, ça permet d'être très proche de nos bénéficiaires, de les accompagner de manière efficace et aussi de créer une action qui soit pérenne. Donc, nous, en fait, Entrepreneurs du Monde, nous sommes créateurs et incubateurs d'entreprises sociales locales. Nous allons staffer par des locaux ces structures et ce sont elles qui vont accompagner les personnes vulnérables de leur pays. Donc, aujourd'hui, nous incubons une vingtaine d'entreprises sociales. Donc, par exemple, si je prends quelques pays où nous agissons en Afrique, on va être au Sénégal, au Togo, au Burkina, en Sierra Leone, au Libéria, Côte d'Ivoire, Guinée. Voilà, je fais à peu près le tour. Euh, à la base, nous, on n'a pas une démarche qui est particulièrement tournée sur les femmes. Nous avons simplement une méthodologie d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui est très sociale, qui est essentiellement tournée vers les plus isolés de l'emploi, les plus démunis, ceux qui n'ont pas accès aux services financiers. Et donc, on se retrouve avec un pourcentage de bénéficiaires femmes qui est énorme. En 2023, donc dans nos 12 pays d'action, avec les 20 entreprises sociales que nous incubons, nous avons ensemble accompagné 160 000 personnes et 85% sont des femmes. Voilà, donc c'est pas du tout exclusif des hommes à la base, mais c'est juste qu'elles correspondent à notre cible. Donc, comment nous faisons peut-être que je vais redonner un peu de contexte, mais je pense que enfin, vous avez quand même pas mal. C'est qu'il n'y a pas d'économie formelle sur place. Donc, les personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui sont bien souvent les femmes, n'ont pas accès aux emplois salariés. Donc, elles entreprennent déjà, mais elles n'ont pas accès aux outils pour entreprendre de manière efficace. Donc, c'est là où Entrepreneurs du Monde intervient. Nous leur proposons d'accéder à du microcrédit. Ce qui est vraiment différenciant chez Entrepreneurs du Monde, c'est que nous proposons des microcrédits sans demander aucune garantie, quelle qu'elle soit, en retour, pour vraiment toucher les plus pauvres qui n'ont rien à proposer en garantie. Nous leur proposons aussi d'accéder à un service d'épargne qui est gratuit et rémunéré, ce qui est exceptionnel dans les pays où nous agissons. Et puis par ailleurs, nos bénéficiaires, donc toutes ces femmes, doivent assister à des formations qui sont gratuites mais obligatoires et qui sont en fait, très importantes pour leur permettre de monter en compétences. Donc, ça va être des formations sur comment on gère une petite activité, comment je calcule mon prix de vente, comment je gère mon stock. Ce sont des formations qui sont données en groupe, qui ont aussi vocation à leur donner confiance en elles, se baser sur le partage d'expériences. Et on a aussi tout un socle de formations sur des thématiques, je dirais, plus sociales. Et vu qu'on est très à l'écoute de nos partenaires et qu'elles sont très féminines, forcément, on est sur des thématiques autour de l'égalité femmes-hommes. Et voilà des thématiques qui concernent les femmes, comment éviter les grossesses non désirées, comment éviter les conflits familiaux, voilà, ce genre de choses qui finalement leur permettent aussi d'avoir plus de stabilité dans leur vie personnelle et non professionnelle. Oui, donc il y a cet équilibre entre le professionnel et le personnel. Voilà. Il y a une obligation d'accompagnement, enfin, en tout cas, une Un accompagnement nécessité. global. Voilà, Ouais, global. Toujours accompagnement, jamais, on n'est pas du tout dans l'assistanat. Et puis, on va aussi faire en fait des focus spécifiques, par exemple en zone rurale, où on va venir en fait leur proposer des services adaptés à leurs activités, donc des prêts adaptés en fonction des cycles des récoltes, des formations sur l'agroécologie, mais aussi comment développer une deuxième activité génératrice de revenus, parce qu'en fait, souvent, les femmes qui travaillent dans l'agriculture dépendent de certaines récoltes, et donc elles en vivent que 6 mois de l'année, et donc l'idée, c'est de développer une deuxième activité pour stabiliser le revenu, et c'est notamment ce qu'on fait aussi avec des entreprises qui veulent en fait venir proposer des conditions, des meilleures conditions de vie sur leur chaîne de production. Donc, c'est un bel exemple de ce qu'on a fait avec la Fondation de l'Occitane, qui souhaitait améliorer les conditions de vie de ces productrices de beurre de karité, donc de karité, les noix de karité. Et donc, on est venu accompagner ces femmes à développer une deuxième activité génératrice de revenus sur le reste de l'année. Voilà. Super, super intéressant. On va repasser du côté de Madagascar pour avoir peut-être un débrief et un retour d'expérience sur, pour vous, les facteurs de succès, les bonnes pratiques qui conduisent ces initiatives vers le succès. Justement, qu'est-ce qui, pour vous, fait partie des éléments clés à prendre en compte quand on monte le type de projet
que vous mettez en place à l'attention justement de ces populations et notamment de populations féminines dans le cadre de l'entrepreneuriat? Benja. Oui, oui. Moi, je dirais que parmi les facteurs clés de succès qui nous ont le plus poussé et nous ont permis de réaliser au mieux et même réussir nos programmes d'accompagnement, c'est avant tout qu'on ait créé une relation avec nos donneurs d'ordre. Je ne vais pas forcément dire un payeur, mais ça peut être par exemple une structure corporate qui veut accompagner ses fournisseurs. Donc, on va travailler avec eux d'abord pour comprendre quels sont leurs objectifs au niveau de l'impact qu'ils veulent avoir et comment ils envisagent de mener la mission d'accompagnement que nous allons mettre en œuvre. À côté, le, la sélection, la sélection des bénéficiaires aussi, c'est un des facteurs clés de succès sur lequel nous nous reposons beaucoup parce que c'est la culture qui est qui n'est pas présente, qui fait que la culture entrepreneuriale n'est pas fortement présente à Madagascar. Donc, il faudrait que le bénéficiaire, il ait déjà une forme de mindset qui soit prêt à accueillir cet accompagnement, qu'il ne parte pas en se disant, je suis déjà bon dans ce que je fais. Donc, est-ce qu'il est prêt à être formé? Est-ce qu'il est prêt à être accompagné dans le sens où on va lui dire, ça, il faut que tu l'améliores, ça, il ne faut pas que tu l'améliores. Donc, le mindset de la personne qu'on va accompagner est très important aussi. À côté, la méthodologie qu'on va apporter aussi dans le cadre de l'accompagnement, il doit s'adapter. On a bien évidemment un canevas d'accompagnement, mais dépendamment des réalités de ces bénéficiaires-là, on va proposer différents types de formations. Je vous donne par exemple, dans le cadre du programme Sandwich, dans lequel nous accompagnons les mères célibataires, nous avons proposé par exemple des thématiques comme comment je peux valider mon projet, comment est-ce que je fais pour gérer une petite caisse, est-ce que je suis capable de prendre des décisions qui vont aller dans le bon sens de mon projet? Est-ce que je suis capable de m'adapter à des changements qui vont apparaître dans mon activité? Ça, c'est des formes de thématiques adaptées dépendamment de la bénéficiaire en face. Sur d'autres thématiques, comme par exemple dans le cadre du programme d'accélération à l'adaptation, où les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on va travailler par exemple sur euh, comment on met en place un système de QHSE dans une TPE. Est-ce que cette TPE est capable d'absorber les demandes? Est-ce qu'elle est capable de produire ce que ses clients demandent? Est-ce que dans le cadre de ce programme d'accélération face au changement climatique, est-ce qu'ils sont conscients de ce que c'est l'information climatique? C'est quoi le marché carbone? Est-ce qu'ils savent qu'il existe des labels ou des fonds dédiés pour des entreprises telles que elles sont? C'est vraiment des thématiques très différentes. Donc, on a un canevas, mais il faut être capable de s'adapter par rapport aux réalités des bénéficiaires. Euh, d'autres facteurs clés de succès, je dirais que c'est la richesse de notre roster d'expertise et de compétences métiers. Parce qu'il faut être capable d'avoir les bons mentors, les bons coachs et les bons formateurs, dépendamment des thématiques sur lesquelles nous allons travailler dans le cadre de la mise en œuvre des programmes. Et puis, il y a un élément qui aujourd'hui est très important, c'est que on commence à sentir qu'il y a une vague de promotion de ce qu'on appelle entrepreneuriat social et solidaire à Madagascar. Et vraiment, on est en retard, je le reconnais, mais on sent quand même que le marché est déjà là. Il y a des structures qui sont entreprises sociales et solidaires sans être capables de se définir comme telles.
Et donc, le Mm. fait qu'aujourd'hui, on fasse la promotion de cette forme d'entreprise, eh ben, ça permet à des entrepreneurs de se dire, ah ben, en fait, il y a des formes juridiques, des formes d'activité qui correspondent à ce que moi, j'ai comme projet ou à ce que moi, comme entrepreneur déjà opérationnel, je peux proposer. Donc voilà, je donnerai peut-être d'autres détails plus tard, mais voilà les facteurs clés de succès que moi je soulève maintenant. Merci beaucoup, Menja. Moi, je retiens notamment le fait qu'il y ait une émergence de l'entrepreneuriat social et solidaire Oui. à Madagascar. Euh, Peut-être encore trop informel, en tout cas pas suffisamment régulé, Hum, et qu'il y pas a du un tout. potentiel, en effet, comme sur le continent, d'une manière Oui, tout à générale, fait. à développer des réglementations en la matière. Le Sénégal est en avance. Je sais que Bouna a suivi de près ce sujet, mais c'est très intéressant. Tournons-nous Mhm. maintenant vers Roman pour partager justement les facteurs de succès et les bonnes pratiques. Alors, j'en citerai deux. Déjà, pour moi, je pense qu'un facteur de succès pour les projets d'entrepreneuriat féminin et pour les projets qu'on soutient en général dans le cadre de Beyond, c'est la méthodologie qu'on a appliquée au programme et notamment le fait d'activer toujours à minima des trois leviers que je vais citer, qui sont le renforcement de capacité, l'accès au marché ou l'accès au financement. Et pour nous, c'est vraiment ce qui va permettre de générer un impact pérenne, durable, puisqu'il faut que même après notre soutien, les effets positifs qu'on a générés perdurent, et puis de donner aux participants qu'on va accompagner, en fait, des clés pour qu'ils soient acteurs de leur avenir. Et donc, pour illustrer avec, par exemple, le projet Femmes d'avenir au Gabon, pour le volet renforcement de capacité, donc on propose différents types de formations, soit de l'accompagnement à long terme pour les entrepreneurs qui ont déjà une bonne base d'activité entrepreneuriale qu'il faut vraiment développer sur plusieurs mois, ou des sessions plus intensives qu'on appelle bootcamps pour toucher beaucoup plus largement les femmes entrepreneurs sur des thématiques clés sur lesquelles elles auraient des sujets à adresser. Et puis, on propose donc du mentorat pour que les femmes aient un appui et des conseils tout au long de leur parcours. Sur le volet accès au financement, en fait, on propose par exemple pour les participantes volontaires de se faire accompagner sur le pitch, comment pitcher son projet entrepreneurial pour de potentiels investisseurs. Et on réunit ensuite un jury de business angels dont j'ai pu faire partie cette année, où elles peuvent présenter, et certaines étaient totalement pétrifiées au tout début de la formation et sont capables ensuite de délivrer vraiment les messages clés de façon hyper dynamique. Et donc, Eramet, pour récompenser leur progrès, même si bon, on ne peut pas leur garantir que les business angels leur donnent des financements, mais on accorde deux bourses de 5 000 € pour les lauréates élues par le jury, pour qu'elles puissent développer un petit coup de pouce pour leur entreprise. Et on leur propose aussi des Learning Expeditions. Et donc ça coche le troisième levier d'accès au marché. Les deux lauréates ont la possibilité de faire un voyage d'études au Sénégal, du coup, pour étudier les opportunités là-bas et voir si leur activité peut s'y développer. Donc voilà, ces trois leviers pour nous sont importants et je dirais que le deuxième facteur de succès, c'est vraiment qu'on essaye d'être à l'écoute des besoins de l'écosystème entrepreneurial local. Et je prendrai là l'exemple de Femmes d'Avenir Sénégal. On n'a pas du tout copié-collé le projet gabonais au Sénégal. On a refait une mission de terrain, on s'est entretenu avec les parties prenantes sur place, des potentiels bénéficiaires, des entrepreneurs qui avaient déjà bénéficié de programmes d'autres entreprises. Et on s'est rendu compte que l'écosystème, donc là, notamment à Dakar, était déjà hyper dynamique. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont proposées aux entrepreneurs, mais que le volet soft skills et développement personnel, il y avait encore des choses à faire. Et c'est pour ça que pour Femmes d'Avenir Sénégal, on propose plutôt des formations soft skills sur trois aspects. Savoir, oser être authentique, donc avoir confiance en soi,
Oser aussi rayonner, comment présenter sa marque, etc. Et oser négocier comment bien présenter son projet à de potentiels financeurs. Et on s'est rendu compte, et je rebondis sur ce que disait Leslie, que le volet développement personnel, en fait, ça n'a pas eu un impact que pour leur activité entrepreneuriale, même dans leur vie perso. Elles nous ont dit que ça avait vraiment débloqué certaines situations. Donc, c'est toujours intéressant et on est très heureux du coup que l'impact soit plus large que ce qu'on avait initialement prévu. Et donc voilà, nous, on est vraiment un mécène hyper investi. On travaille en mode agile avec nos partenaires. On fait beaucoup de copies mensuelles avec eux et on peut réajuster les projets en fonction de ce qui nous remonte du terrain et de nos partenaires. Voilà. Merci. Je retiens notamment l'audace. Oser, oser, oser. C'est l'un des points clés, notamment dans l'entrepreneuriat. Bouna, côté Simplon. Ouais, alors, l'entrepreneuriat en Afrique s'adapte bien aussi à ces réalités socioculturelles en Afrique, hein. Et moi, je dirais le travail préparatoire, le travail en amont. Quand on travaille avec des femmes, et surtout des femmes vulnérables parfois ou qui tentent de s'en sortir, il faut vraiment le travail préparatoire. Nous, on passe énormément de temps, quasiment le même temps de travail préparatoire que d'accompagnement. Parce qu'une fois que le travail préparatoire est foiré, on peut plus rien attirer. Donc, je pense que c'est hyper important nous, on a fait énormément de séances de travail, parfois même avec le chef du village dans le Nord. Parce que si le chef de village considère que les femmes ne doivent pas rentrer après 17 heures, c'est compliqué. Alors, parfois, on convoque les maris pour les sélectionner. Il faut qu'on parle au mari parce que on a eu des expériences où c'est le mari qui dit, ah, mais non, mais c'est pas possible. Elle peut pas rentrer à 17 heures comme ça, les enfants sont là. Donc, voilà, j'en ai rien à carrer de son truc, mais là, c'est pas possible. Donc, une fois qu'on a convaincu le mari, mais là, je suis vraiment terre à terre, très opérationnel, hein, comme facteur de succès. Une fois qu'on a convaincu le mari, on peut avoir des chances que la femme suive le programme d'accompagnement au bout. Donc, vraiment, travail préparatoire, travail en local, vraiment grassroots avec les parties prenantes, c'est hyper important. Premier facteur de succès pour moi. Deuxième facteur de succès, une fois qu'on a réussi ça, la flexibilité. Nous, par exemple, sur nos formations avec les jeunes demandeurs d'emploi, on est intraitable, hein. C'est-à-dire tu viens à 8 heures, tu finis à 18 heures. Si tu peux pas, tu viens pas parce que tu prends pas la place de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est carré, c'est verrouillé. Mais quand on a affaire à une femme qui a des enfants, qui a ses tâches domestiques, etc., on est obligé d'être flexible sur l'accompagnement. Et ça aussi, c'est à intégrer dans, dans l'accompagnement. Autre facteur clé de succès, c'est le présenter des rôles modèles. Ils peuvent très bien s'identifier à des parcours inspirants très souvent. Et nous, on fait ça dans nos parcours d'accompagnement. On a un réseau de rôle modèles, hein, des femmes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, peu importe le niveau, hein, qui viennent pitcher, parler, partager leur expérience. Et on voit aussi que ça a un impact sur, euh, sur l'accompagnement. Et enfin, dernier point, c'est euh, ce que je vais dire là, c'est un peu caricatural, là, mais heureusement que je suis africain, donc ça fait pas le truc. La plupart des gens qui ont foiré leur carrière professionnelle ou des études disent ben, je suis coach en entrepreneuriat et en développement personnel. C'est un peu ça. Donc, il est. Ça fait rire du côté de Mada, hein. Ben, c'est ça. Enfin, moi j'hallucine, quoi. À chaque fois que les gens, ils n'ont absolument rien à faire, ils vont se transformer en coach, en entrepreneur de leur personnel. Alors que moi, je fais partie de ces gens-là qui croient que l'entrepreneuriat en Afrique peut faire partie de la solution. C'est pas la solution. Peut faire partie de la solution de lutte contre le chômage, etc. Et donc, du coup, la sélection de ces coachs-là est hyper importante pour l'accompagnement des femmes. Donc, voilà, je suis pas trop bavard, ça. Non, non, un point, je retiens le red flag sur les coachs, hein, donc, attention sur LinkedIn, hein, choisissez bien. Et par ailleurs, la question des rôles modèles, mais même de l'opportunité, le cas échéant, de partager vos rôles modèles, parce que finalement, euh, tes rôles modèles pourraient intervenir chez Ouya ou au Sénégal avec Aramet ou chez Entrepreneurs du Monde. Et à distance, chez Nexa, bien évidemment. Et Leslie, Pierre Samuel, c'est quelque chose. Je pourrais ajouter un élément par rapport à ce que Bounas vient de dire. Ben, on partage effectivement la même réalité. Moi, j'appuierais par rapport à la sélection des coachs. La sélection des mentors aussi est très importante.
parce que il y a des structures, des entreprises qui existent déjà, qui semblent, entre guillemets, qui semblent fonctionner mais très bien, mais qu'au final, l'entrepreneur qui porte cette entreprise ne sait pas du tout partager ses failure goals ou ses failures, ses goals ou bien ses success, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'inspirer son mentoré à côté, même si il a réussi dans son entreprise à lui. Hmm. C'était juste pour ajouter cet élément au-delà du coach, fake coach. Merci. En effet, c'est un point important, coach ou mentor, le travail de sélection. Comment ça se passe, les facteurs de succès chez Entrepreneurs du Monde? Je vais reprendre un des premiers éléments d'honneur, c'est l'adaptation au contexte local. Notamment sur la partie formation, effectivement, on ne traite pas de l'égalité de genre de la même manière, ne serait-ce qu'en Asie, en Afrique, hein, on a quand même des gros écarts culturels. Donc là, notre force, c'est encore une fois, c'est l'appui sur les équipes locales de nos entreprises sociales qui vont être là pour en fait, enfin nous, on va leur proposer des socles de formation, des sujets, et c'est ensemble qu'on va co-construire les formations, et surtout, ils vont être là pour nous aider à les adapter à un contexte local, donc se les approprier. Donc ça, je pense que c'est une manière d'être très pertinent. Le deuxième, c'est aussi l'écoute, et c'est en lien avec le premier, c'est l'écoute des besoins et une réponse adaptée. Donc là, encore une fois, notre force, ce sont les équipes locales. Et puis après, derrière, c'est une réponse avec pragmatisme, avec innovation et aussi parfois résilience. Et je vais, par exemple, donner un exemple sur un pays qui vit aussi aujourd'hui pas mal de difficultés, le Burkina Faso. Donc nous, normalement, on agit dans des contextes stabilisés, mais on est présent au Burkina Faso depuis de nombreuses années. Et les contextes évoluent. Et aujourd'hui, C'est bien dit. ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on a créé un programme où on vient accompagner les populations déplacées internes, dans lesquelles on trouve aussi de nombreuses familles et de nombreuses femmes. Et donc, on s'adapte. Et en fait, là, sur notre méthodologie, on a proposé quelque chose enfin, on va proposer, parce qu'on n'est pas encore démarré, quelque chose qui n'existe, qu'on n'a jamais appliqué, c'est qu'on va proposer un revenu minimum de base pour accueillir ces familles et qu'elles puissent un petit peu se retourner le temps qu'on mette en place un accompagnement vers le développement d'une nouvelle activité génératrice de revenus. Et ce partenariat, on le met en place avec le Fonds L'Oréal pour les femmes. Et donc ça aussi, je dirais que quelque part, c'est un facteur de succès parce qu'on le sait, le nerf de la guerre, c'est quand même les ressources financières pour développer tous ces projets. Et c'est une force d'entrepreneur du monde, c'est d'être ouvert aux partenariats pluri-acteurs, que ce soit avec des ONG ou autres acteurs aussi publics en local, mais aussi ici des entreprises, des fondations d'entreprises, etc. Voilà. Très intéressant ce retour d'expérience. Je pense qu'on prendra à la fin de cette séquence quelques questions de la salle. On pourra préciser un certain nombre de points si utile. Mais je crois qu'on vient à la troisième question et on ne peut pas plus parler maintenant de programme sans parler d'impact. Et qui dit impact dit mesure d'impact, parce qu'on est sur cette obligation de redevabilité, mais aussi beaucoup de caractère très factuel des éléments de preuve que l'on peut apporter, notamment quand il s'agit justement de rendre des comptes et de communiquer ou d'informer sur le sujet. La mesure, c'est autant d'ailleurs la mesure, je dirais, statistique ou mathématique avec des chiffres et des faits, mais c'est également avoir un discours mesuré sans aller dans l'emphase. Et pour ça, il faut avoir de bonnes méthodologies. Sur ces questions de méthodologie, comment est-ce que du côté de NextA, vous mesurez votre impact? Quels sont les indicateurs clés de votre point de vue sur ces sujets, dans les enjeux que vous traitez? Moi, je vais séparer en deux blocs, on va dire, les indicateurs d'impact que nous, on utilise. Donc, au niveau de Nexta, comme on appartient au groupe Action, nous avons un scorecard d'impact avec donc à peu près 40 lignes, 40 lignes à remplir au courant de l'année avec des
des principales thématiques, par exemple, le renforcement de la personne, le, l'environnement. Et de l'autre côté, on a les indicateurs que le donneur d'ordre ou le bailleur souhaite mettre dans les projets ou les programmes qu'il met en œuvre au travers de notre mission. Donc, globalement, ce que nous, on met comme mesure d'impact dans le cadre des programmes et des projets, il y a au-delà des heures de formation dispensées, du nombre de séances de coaching ou des heures de coaching que les bénéficiaires auront eues ou des mentorats que les bénéficiaires auront eus. Nous, on a des KPI comme par exemple, quel est le nombre de bénéficiaires directs que nous, on a eu. Est-ce que ce bénéficiaire-là, on a réfléchi aux bénéficiaires indirects? Parce que la plupart du temps, ces femmes, ce sont des mamans, ce sont des épouses, des concubines, des conjointes qui, derrière, arrivent avec des projets pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, les bénéficiaires indirects, c'est important pour nous. Est-ce que ça a permis de générer du revenu pour elle, mais également, est-ce qu'elle a participé au bien-être de sa famille? À côté, il y a aussi l'indicateur de l'effet de levier. Est-ce que notre accompagnement a permis à cette femme entrepreneur, cette femme porteuse de projet, d'avoir du partenariat, que ce soit financier ou que ce soit de l'accès à du marché? Est-ce qu'elle a eu de nouveaux clients, de nouveaux contrats au travers même de notre accompagnement? Les nombres d'emplois créés, même si je ne vous cache pas que c'est encore très difficile d'avoir des emplois très formels dans les structures que nous accompagnons. Mais nous sensibilisons sur la formalisation des emplois que ces entrepreneurs-là créent au travers leur entreprise. Au-delà de ça, il y a aussi où est-ce que ces bénéficiaires se trouvent au niveau des régions. À Madagascar, nous avons 24 régions, 23 régions. Est-ce qu'on dessert au moins 50% des régions ou on est trop concentrique? Parce que la plupart des projets d'accompagnement, on a eu cette remarque très souvent, c'est concentré sur la capitale, c'est-à-dire la région où se trouve la capitale, sur Analamang. Et donc, les autres régions sont souvent délaissées. Donc, on a quand même apporté ce rajout de KPI de concentrons-nous sur d'autres régions, mais sans délaisser Analamang. Parce que 587 000 km², c'est quand même beaucoup. Et ce qu'on aimerait rajouter plus tard parmi les indicateurs d'impact, c'est bien sûr, est-ce que ces bénéficiaires-là, ces femmes-là, ont-elles été capables de lever du financement ou de trouver des investisseurs ou des business angels qui ont pu travailler avec elles pour mettre en œuvre ou amorcer leur projet. Donc voilà. Merci, merci beaucoup. Je me pose juste la question de savoir si la scorecard action est accessible dans le rapport d'impact. Est-ce qu'on a une illustration de cette scorecard? Est-ce que vous la partagez de manière publique? Et notamment dans le rapport d'impact du groupe Action. Voilà, je répète parce qu'il est assez intéressant à étudier, donc je repasse même une troisième fois le message. Le rapport d'impact d'Action. Est-ce qu'elle est partagée? Est-ce que de manière à bien appréhender, Oui, est-ce qu'on appréhende bien? Ok, on peut le découvrir oui. donc dans le. Vous pouvez le voir, le rapport d'impact du groupe est diffusé. C'est un rapport qui consolide en fait tous les impacts au niveau des 36 entités du groupe. Et chaque entité a sa scorecard. C'est-à-dire, on a une version consolidée qui est reportée dans notre rapport d'impact. Super, Ouais. merci. Côté Eramet, la mesure de l'impact, comment est-ce qu'elle se matérialise? Alors, déjà, comme je vous le disais, en fait, Eramet Beyond, c'est vraiment aligné avec la feuille de route RSE.
donc celle actuelle qui est donc 2024-2026, Act for Positive Mining, où il y a un objectif vraiment, l'objectif 3 de cette feuille de route, c'est de contribuer au développement local de nos pays d'opération avec des indicateurs vraiment déjà définis qu'on doit atteindre à horizon 2026 et Beyond y contribue. Et notamment l'objectif d'avoir soutenu ou créé 6 000 emplois à horizon 2026. Beyond y participe et notamment via les projets d'entrepreneuriat féminin. Ensuite, dans la méthodologie Beyond, on essaie d'avoir une approche homogène en termes de mesures d'impact pour tous les projets qu'on va co-construire et soutenir. Et on le fait évidemment via des échanges lorsqu'on conçoit le projet avec nos partenaires. On définit vraiment les résultats qu'on attend. Et selon la méthode qu'on appelle gestion axée sur les résultats, qui est largement utilisée par les agences de développement, on va d'abord définir avec le partenaire les premiers résultats concrets qu'on attend, les livrables, donc le nombre de formations qu'on veut avoir réalisées dans l'année, le nombre d'événements de networking, etc. Ensuite, on va essayer de définir les effets attendus sur les bénéficiaires à court terme à l'issue de notre accompagnement. Donc, c'est souvent lié à la montée en compétences, aussi la confiance en soi que les femmes auront gagné. Et puis même, comment elles se définissent, certaines se définissaient même pas comme entrepreneurs en termes de posture. Et puis, on définit aussi en amont du projet l'impact final, plus long terme qu'on attend. Et là, bon, ça va recouper un petit peu avec ce qui a été dit, mais c'est plutôt en termes de nouveaux clients obtenus, financement obtenu, emplois créés via l'activité entrepreneuriale des femmes, etc. Et donc ça, en fait, on définit en amont. On a des copies réguliers et on définit aussi la temporalité dans l'année à laquelle on a besoin de ces données pour nos communications. Et puis, on définit avec le partenaire aussi les moyens d'obtention de la donnée. Est-ce que c'est un questionnaire? Est-ce que c'est des visites terrain, des entretiens, etc. Et je finirai sur un dernier point. Ce qui est important, c'est que, et ce qui n'est pas simple, c'est de mesurer l'impact sur le plus long terme parce que les femmes, on va les former peut-être pendant 5 à 9 mois et après, il faut qu'on puisse savoir quelques mois après ce qui est devenu leur activité. Et donc, il faut qu'on trouve des moyens de maintenir une communauté en fait pour que ce soit plus simple de les ressolliciter à certains moments de l'année après le projet. Et par exemple, ce qui nous est utile, c'est que pour Femmes d'Avenir Gabon, on finance aussi un hub Femmes d'Avenir, donc un lieu physique où se tiennent les formations pour les femmes, mais où il y a les événements de networking organisés, des portes ouvertes où elles peuvent tenir des stands. Et c'est aussi des lieux où elles prennent l'habitude de se retrouver. En fait, c'est ouvert tous les jours de la semaine. Des fois, elles s'entraînent à faire leur pitch, etc. Et ça nous permet de voilà, créer une communauté de femmes qu'on va pouvoir ressolliciter pour mesurer l'impact à long terme du projet qu'on a soutenu. Voilà. Ouais, je comprends tellement ce que tu viens de dire, mais peut-être que je pourrais partager une bonne pratique qui Oui, pourrait avec plaisir. intéresser Eramet. Alors, nous, déjà, en termes d'organisation, c'est hyper important, comme je dis encore, on est une entreprise sociale et on est comme avant tout jugé sur l'impact avant les résultats financiers, j'entends. On a une organisation, on a un département, un grand département, parcours d'apprenants et impact qu'on a mis en place et dans lequel on a des data scientists, des spécialistes en Power BI, justement, pour mettre en place un système de collecte, de remontée des données. C'est assez compliqué. Et on a un réseau d'alumni. Et ça, c'est hyper important. On a un grand réseau d'alumni sur toute l'Afrique et géré par une équipe au sein justement de ce département Parcours Apprenant et Impact. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous, on suit dans les formations classiques, hein, si c'est des demandeurs d'emploi, on les suit pendant 2 ans. Nous, on se donne comme objectif de savoir où est-ce que, où il est, où elle est, combien il ou elle gagne, avec quel contrat il ou elle bosse,
Et ça, on le fait sur la formation classique. Mais pour ce qui est de l'accompagnement des femmes, par exemple, on les accompagne entre 6 et 1 an. Et c'est ce fameux réseau d'alumni qui permet après derrière d'aller les consulter régulièrement pour pouvoir savoir est-ce que voilà, ce qu'on a fait, l'accompagnement qu'on a proposé a un impact. Sur les indicateurs, c'est les classiques, hein, mais nous, on a deux types d'indicateurs. On a d'abord l'indicateur d'impact social, une fois qu'on a fait l'accompagnement, mais aussi ce qui nous intéresse, c'est de voir, économiquement parlant, quel est l'impact. Après, on ne peut pas faire ça sur tout le monde, mais on prend des échantillons qu'on va aller interviewer pour voir, OK, là, on est en train de travailler sur un projet financé par justement le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. On est en consortium avec PPI. PPI, c'est anciennement Planète Finance, sur éducation financière et compétences numériques. Donc, PPI s'occupe de la partie éducation financière et simplement s'occupe de la partie digitale. Et on est en train de co-construire, et ça, c'est hyper important aussi, la co-construction des indicateurs, comme elle a dit tout à l'heure, avec les donneurs d'ordre ou les bailleurs, de manière à être alignés sur les résultats attendus. Et donc, très souvent, sur la partie impact social, c'est est-ce que les femmes sont allées au bout de l'accompagnement en termes de livrables, est-ce que tous les livrables sont au rendez-vous? Et en termes économiques, c'est par exemple, alors sur le digital, ça peut être aussi, est-ce que l'ensemble des outils qui ont été prodigués et donnés aux femmes sont en train de les utiliser? Quel impact ça a sur leur entreprise? Parce que n'oubliez pas quand même qu'on est une entreprise du digital. Donc, nous, à la base, on forme d'abord à l'entrepreneuriat, entre guillemets, numérique. Hein, et du coup, c'est de dire, aujourd'hui, par exemple, la plateforme Buy from Women, dont j'ai parlé tout à l'heure, combien de femmes se connectent? Combien de femmes arrivent à vendre via cette plateforme-là? Et qu'est-ce que ça apporte dans le business au quotidien versus ce qu'elles font de manière classique quand elles vendent en circuit court? Et, euh, et sur la partie euh, économique, et comme on dit, ce qu'on fait, c'est qu'on s'approche, on prend des échantillons de femmes, on analyse l'impact que ça a. Et de la même manière qu'on fait ça avec les femmes, on fait ça aussi dans tous nos programmes, parce qu'aujourd'hui, on veut savoir, le jeune qui est devenu développeur d'applications grâce à notre formation, qui est développeur à la Société Générale, par exemple, combien il gagne. Et avec ce combien-là, qu'est-ce que ça a comme impact? Et là, on est en train d'essayer de monter une étude d'impact économique pour voir, depuis 2018, prendre un échantillonnage et savoir quel impact économique ces salaires-là produisent dans des familles souvent où le salaire n'est pas que pour la personne, mais pour les neveux, les nièces et tout ça, tel que la cellule familiale africaine est conçue. Merci, c'est très intéressant. Rien d'autre à dire. Leslie, votre retour sur les questions de mesure d'impact et vos scorecards and KPI sur ces sujets. Alors, c'est culturel chez Entrepreneurs du Monde. Ça fait 13 ans qu'on met en place une mesure d'impact sociétal et récemment environnemental aussi. Pourquoi? Parce que bien sûr, ça permet de voir l'impact qu'on a, mais ça permet aussi de s'améliorer, en fait, de voir là où ça pêche et là où on peut progresser. Donc, Entrepreneurs du Monde compte dans son équipe aujourd'hui 3 personnes qui sont dédiées à l'accompagnement des équipes locales pour mettre en place une mesure de la performance sociale. Et là encore, l'idée, c'est d'adapter les indicateurs en fonction aussi voilà, du contexte local. Mais on s'appuie sur des outils existants, la scorecard qui est développée par Cerise et Social Performance Task Force, qui sont les 2 leaders mondiaux aujourd'hui de la performance sociale et environnementale. Cerise des Français. Exactement, voilà. Leader mondial. Soyons. Voilà. Oui, c'est Cocorico, ça. un peu. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, on va aider les équipes locales à mettre en place donc, des indicateurs. Et puis après, on va conduire des interviews, des entretiens avec les bénéficiaires. Donc, ce sont soit les équipes du siège, soit des personnes extérieures qui sont recrutées pour qu'il n'y ait pas de biais. Parce qu'on est quand même aussi beaucoup dans de la remontée d'informations, de l'oral, du qualitatif. Donc, il faut éviter ces histoires de biais. Et on fait aussi appel des fois à des outils extérieurs qui viennent aussi conforter qu'on retrouve les mêmes chiffres par rapport à ce qu'on peut réaliser de manière, je dirais, un peu plus interne. Et donc, parmi les indicateurs majeurs qu'on utilise, ça va être un des indicateurs pour s'assurer qu'on vise des bénéficiaires vulnérables. Donc, s'assurer qu'on est sur la bonne cible. Donc, on va regarder le nombre de repas pris par jour, le nombre d'enfants alphabétisés qui sont envoyés à l'école ou pas,
l'indicateur, bien entendu, des revenus et par rapport à l'indice de seuil sous la pauvreté, ce genre d'indicateurs. Et puis après, on va avoir des indicateurs plus adaptés, justement, une fois qu'ils ont bénéficié des services financiers et de l'accompagnement d'entrepreneurs du monde sur les formations, etc. Et donc là, on va regarder justement la progression des revenus dégagés par l'activité génératrice de revenus. Et par exemple, au Burkina Faso, on a vu qu'après 2 ans et demi d'accompagnement, les personnes arrivent à multiplier le revenu par deux. Voilà, donc ça, c'est la mesure d'impact. Et puis, on va regarder aussi, donc, justement, que les enfants aillent plus à l'école, le nombre de repas par jour, la diversification de leur alimentation. Mais aussi, on va avoir des indicateurs spécifiques, justement, en relation avec l'entrepreneuriat féminin, où on vient vérifier les montants des prêts accordés aux femmes et aux hommes et qui sont encore malheureusement parfois plus élevés, voilà, sur les hommes parce que en fait ils arrivent dans nos programmes avec des activités déjà un peu plus élevées. Voilà, donc on se sert aussi beaucoup de ces indicateurs-là pour attirer l'attention des équipes sur des points qu'il faut travailler pour particulièrement accompagner les femmes de manière pertinente. Donc, il y a un retour pour une recherche de performance supplémentaire, en plus, hein, dans une démarche de progrès. Et on a rajouté l'environnemental récemment. C'est vrai que c'est pas je dirais, c'est pas à la base dans l'historique du métier d'entrepreneur du monde, hein, qui est d'accompagner les plus vulnérables. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans la même bataille. Et donc, l'idée, c'est aussi beaucoup de travailler au niveau des structures locales et de leur impact à elles. Et puis aussi, petit à petit, de sensibiliser les populations. Et on a aussi un rôle très fort à jouer, et c'est ce qu'on fait via les activités agricoles et l'agro-entrepreneuriat. Voilà, c'est tout ce que ces impacts, ces indicateurs mesurent. OK. Sur l'agro-entrepreneuriat, vous intégrez les nouvelles technologies et le numérique depuis le suivi des récoltes jusqu'au au prix des matières premières du marché qui permettent notamment aux agriculteurs de ne pas se faire avoir par les intermédiaires. Alors, hein, on le développe sur des pilotes et de manière, je dirais, assez anecdotique pour le moment. On va plutôt aussi favoriser l'accès à de la machinerie, mais plutôt low-tech, et qui va fonctionner donc des motos à l'énergie propre, donc des motos pompes solaires, des choses comme ça. C'est vrai qu'il faut prendre en considération qu'on vise à un public qui est très vulnérable, qui n'a pas forcément donc les moyens de payer ces équipements. Et nous, derrière, on incube des entreprises sociales locales. Et notre objectif, c'est qu'elles soient autonomes à terme, d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue économique. Donc, on essaie de résoudre une équation qui est assez compliquée, toucher les plus pauvres, tout en viabilisant une activité de l'entreprise sociale locale. Donc, voilà, c'est un jeu d'équilibriste pas forcément toujours facile et qui parfois peut nous couper de ces genres de technologies qui ont forcément un coût, mais voilà, on y réfléchit. On a failli travailler. On a un pilote au Sénégal. On a fait travailler avec vous sur le programme Ligonen. OK. Avec Gershon aussi. Mais effectivement, je confirme ce que tu dis. Vous avez d'autres priorités pour le moment, je pense. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, il y a toujours plus d'opportunités de passerelles qui sont créées, donc peut-être l'occasion de remettre ce type de sujet à l'ordre du jour. On a fait un petit peu le tour des questions et des enjeux qu'on a préparés. On va peut-être se prendre le temps de prendre des questions et de la salle et d'Internet. Peu de questions du côté d'Internet. Du côté de la salle, une question à poser à l'un de nos intervenants ou tout simplement une contribution à apporter sur ces questions, sur ces enjeux. Oui, au fond de la salle. Alors, n'hésitez pas à vous présenter, bien évidemment, hein, ça permet de... Bon, et puis à parler fort pour que ce soit accessible sur le plan du micro. Donc, bonjour à tous, Lucas Ducouvet, je suis secrétaire générale du Women Investment Club, donc un club d'investissement féminin. J'avais une question pour les trois intervenants. Vous avez cité comme point important dans l'entrepreneuriat, on se rejoint avec le club d'investissement, la formation, le mentorat et l'accès à l'investissement. C'est ce troisième point-là qui m'intéressait. Nous, on se rend compte en fait que on se rend compte, tout le monde sait que la partie financement, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui est le plus compliqué à avoir. Comment vous, en fait, vous intervenez sur ce point-là? Vous l'avez dit, ça fait partie de vos objectifs.
mais on sait que pour pouvoir recevoir un investissement, il faut être prêt à le recevoir. C'est pas une fois que le projet est là, voilà, ok, je veux tant d'argent pour mon projet. Il y a tout un tas de papiers à remplir, surtout avec les investisseurs institutionnels, les banques, etc. Tout le monde n'est pas forcément outillé pour discuter avec les potentiels investisseurs. Comment est-ce que vous faites l'accompagnement des femmes entrepreneurs, en fait, pour vraiment techniquement aller de j'ai besoin de temps à je suis prêt à recevoir temps. C'est ma question. C'est vraiment, enfin, précisément, recevoir un investissement, ça demande du temps, ça demande de s'asseoir, de remplir des papiers, de pouvoir répondre à des questions qu'on nous a jamais posées. C'est beaucoup de temps et dans la vie d'un entrepreneur, on sait qu'on n'a pas forcément de temps. On est au fur et à moment. C'est bien. Quel accompagnement, en fait, dans le cadre de la levée de fonds et des demandes de financement? Ouais. Alors, nous, on n'est pas un incubateur, Mhm. mais pendant tout le parcours d'accompagnement, on a quand même différents intervenants tout le long de l'accompagnement dans tous les domaines qui doivent être réunis pour que la personne, comme vous dites, soit prête à dire, là, je suis bon, techniquement, je suis bon, je peux recevoir un financement et dérouler mon activité. Ceci dit, en fonction des projets qu'on porte, on peut, là par exemple, on a un programme qui s'appelle, au Sénégal, qui s'appelle Sen Digitour. Carrément, le bailleur qui est américain a dit, moi je veux rien savoir, mais faites en sorte que ces femmes-là puissent être accompagnées sur le plan levée de fonds. Donc du coup, on va aller chercher un consultant, hein, on va donner un cahier des charges qui va venir et elles vont suivre le parcours formation à comment je lève des fonds. Donc, en fonction du bailleur, on arrive quand même à intégrer parce qu'effectivement, c'est plus compliqué. Au Sénégal, c'est un peu plus simple parce qu'on a ce qu'on appelle la DRFJ, la DER, bon, même s'il il y aurait encore beaucoup à dire, mais ça a le mérite d'exister. Et du coup, on accompagne quand même pas mal. Et nous, une fois qu'on a fait notre part du job, on va dire, on transfère aussi, on fait appel aussi à d'autres incubateurs qui sont à Dakar. Comme tu disais tout à l'heure, c'est à Dakar quand même l'écosystème est bouillonne un peu, donc c'est un peu plus facile que dans d'autres pays. Et puis, au Burkina Faso, on y est, mais c'est assez compliqué. Donc, en fonction du niveau de maturité, soit en amont, on règle ce problème-là avec le bailleur, et pour le coup, il y a même parfois des petits financements qui peuvent être disponibles, ou du financement de l'accompagnement vers la levée de fonds. Soit on n'a pas ça, mais en tout cas, le long du parcours, les femmes sont accompagnées sur toute cette partie-là parce que ça ne sert à rien de leur apprendre à utiliser, de faire du marketing digital, machin, si derrière, elles n'ont pas de quoi financer l'activité. Donc, ça, on le fait, mais aussi, on accompagne tout ça en invitant des consultants externes dans les domaines précis ciblés pour qu'ils viennent les accompagner. Moi, j'ai une réponse un peu différente à un autre niveau. Puisqu'effectivement, donc nous, les personnes que nous touchons sont très vulnérables. Donc, en fait, c'est nous, c'est l'entreprise sociale locale qui est en fait quelque part une banque sociale qui, du coup, va prêter en direct l'argent. Donc, ça, c'est vraiment un des services qu'on leur propose. Et donc, ça va être surtout de la proximité et finalement un fonctionnement qui est très proche d'une banque classique où on va avoir en fait des comités qui vont étudier les dossiers, qui vont s'assurer qu'il n'y ait pas de surendettement et qui vont surtout faire en fait des petits prêts, des micro-prêts à l'échelle du bénéficiaire pour ne pas la mettre en situation de difficulté. Plus, il y a tout l'accompagnement à côté, les formations, etc., qui garantissent en fait que ça fonctionne. Mais nous, on a un problématique au niveau de nos entreprises sociales qu'on incube. Et c'est là où, en fait, on est rentré, Entrepreneurs du Monde, ONG, dans le milieu de la finance à impact. On a dû créer deux véhicules juridiques séparés. Un qui va venir lever de la dette, des prêts, qui s'appelle un microfinance solidaire, et un qui a aujourd'hui 1 an et demi, qui s'appelle Investisseur solidaire, qui est là pour lever de l'equity, du capital, pour justement, après, que nous, on puisse les reprêter à nos entreprises sociales locales. Alors, pourquoi on ne fait pas ça en direct, hein? On pourrait se dire pourquoi les investisseurs, enfin, on ne va pas chercher des investisseurs et on les met en contact avec nos entreprises sociales. Tout simplement parce qu'en fait, les investisseurs ne veulent pas en fait, financer des entreprises sociales dans les pays dans lesquels nous agissons. Donc, on fait l'intermédiation, ce qui vient les rassurer. Voilà, mais je ne vous cache pas que ça reste aujourd'hui voilà, compliqué, puisque même dans la finance à impact, finalement, on regarde beaucoup le retour sur investissement, et forcément, nous, on est sur des retours, on a énormément d'impact social, mais voilà, le retour sur investissement reste plus bas que ce qui est proposé par ailleurs dans une finance à impact, je dirais peut-être un peu plus dans les pays en voie de développement, pardon, les pays développés. Et puis voilà, on est aussi confronté à l'augmentation des taux. Voilà, donc
C'est un milieu très intéressant, mais très compliqué. Et donc, nous, côté Ramet, donc on propose justement dans le cadre du parcours des formations spécifiques d'accompagnement à comment monter un dossier de financement, etc. Après, on réunit ces business angels, ces banquiers. Il n'y a pas forcément de financement qui vient derrière, mais ça leur montre au moins qu'elles sont capables de pitcher leur projet et c'est là une première étape. Après, on a aussi, bon, ce serait beaucoup plus technique, mais en quelques mots, donc notre filiale Comilog qui s'est attelé à ce sujet-là. Et en fait, ils se sont rendus compte au Gabon que les établissements de microfinancement ne veulent pas forcément accorder des prêts à taux réduit à des micro-entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup trop de risques de non-remboursement. Et donc, ils ont lancé un fonds d'amorçage où en fait, il y a de l'argent de l'État gabonais et de Comilog qui est gelé et dans lequel les EMF pourront piocher si leur, voilà, un fonds de garantie, exactement. Si les entrepreneurs, et donc c'est ce qui a permis aux établissements de microfinance de proposer des prêts à un taux intéressant pour des personnes qui n'auraient pas forcément eu accès au financement sinon. Voilà. Et peut-être l'avis d'un incubateur sur le sujet qui en plus a des compétences en termes d'accompagnement sur le financement, me semble-t-il. Lenja. Mhm. Oui. De notre côté, en fait, je vais je vais séparer en deux cas. Nous avons des programmes d'accompagnement sur lesquels c'est le bailleur ou le donneur d'ordre lui-même qui va euh, donner une subvention en fin de parcours. Ça peut être un matching grant, ça peut être un revolving grant. Donc, tout au long de l'accompagnement, il y a déjà une préparation du bénéficiaire, de l'incubé ou de l'accéléré à recevoir ce matching grant en bout de chaîne, ou ce revolving grant, ou tout simplement un grant tout court. Un autre aspect, par contre, que je souhaiterais soulever, c'est qu'à Madagascar, nous avons un écosystème de financement à l'entrepreneuriat qui est vraiment très pauvre. Pourquoi? Parce que nous avons 3 fonds d'investissement à Madagascar. Pour tout le pays, il y a 3 grands fonds d'investissement qui sont l'IEP, Miaracap et Fonds d'investissement A. L'IEP, c'est un fonds d'investissement à impact. Miaracap, un fonds d'investissement à impact également, mais FIAR, c'est un fonds plus généraliste. Par contre, ces structures-là, il faut être déjà une structure qui ait déjà un petit historique quand même derrière pour pouvoir accéder à du financement venant de ces fonds d'investissement. Qu'est-ce qui reste donc? Ça va être les IMF et les banques commerciales. Les banques commerciales n'ont pas confiance aux entrepreneurs en devenir. Tant que tu n'as pas encore un historique chez moi de plus de 2 ou 3 ans, je ne te prêterai pas de l'argent. L'IMF, si tu as de la garantie à hauteur de 150% ou 200% de ton prêt, à ce moment-là, je peux te prêter. Donc, une personne qui vient avec un projet d'entreprise ne pourra pas lever du financement. Il aura des difficultés. Donc, les seuls mécanismes qui restent sont ces matching grants, comme je l'ai dit, ou ces revolving grants. Mais encore une fois, ce n'est pas tous les bailleurs et tous les donneurs d'ordre qui proposent des accompagnements de cet ordre. Nous, ce qu'on a fait, en partant de ce constat, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que, d'une part, on a compris le nerf de la guerre, c'est la finance. Donc, ce qu'on fait, c'est d'une part, c'est de faire une cartographie en élargissant au-delà de Madagascar quels sont les fonds existants ou les réseaux de business angels existants qui permettent d'injecter des fonds de pré-amorçage, du pré-seeds ou du seeds à des porteurs de projets. On fait cette cartographie-là à l'échelle océan Indien puis panafricain. De l'autre côté, on prépare une modélisation financière pour permettre à ceux quand même qui sont plus ou moins avancés dans leur projet de préparer un montage financier et un project proposal
à présenter à d'éventuels business angels ou VC ou autres modèles de financement qui seraient prêts à travailler avec eux. Donc, moi, je profite de l'occasion de parler d'être membre de ce panel parce que, encore une fois, les fonds accessibles à Madagascar et dédiés à des projets qui sont en phase de préamorçage ou d'amorçage, il n'y en a pas. Le deuxième constat que nous, on a, c'est que des programmes d'accélération ou d'incubation qui soient entièrement dédiés à des femmes, il n'y en a pas. On veut développer ça pour le moment. Que Madagascar, aujourd'hui, lorsqu'on a des appels à projets ou des call for proposal, la plupart du temps, Madagascar n'est jamais dans la liste. Vous passez la liste et tout de suite, vous avez Mali, Malawi. Il n'y a jamais de MAD. C'est très rare qu'on est dans la liste. Et c'est frustrant quand on fait partie d'un incubateur ou d'un accélérateur de se dire où est-ce que se pose le problème. Est-ce que Madagascar est un pays où on n'a pas confiance alors que, encore une fois, on fait 587 km² avec un potentiel agricole énorme, énergie énorme, élevage énorme et pêche énorme. Mais encore une fois, c'est juste 98% de toute cette population peut être potentiellement des entrepreneurs. C'est 29 millions de population qu'il faut pousser. Donc, je fais un appel, mais énorme, à tous les fonds qui participent à cet événement ou qui auront accès à ce message. Venez à Madagascar et regardez la réalité avec nous. Parce qu'on a un énorme vivier de jeunes aujourd'hui et de femmes qui veulent investir dans des secteurs, on va dire, ce n'est pas forcément de l'innovation, mais quand on parle d'agriculture, d'élevage ou de pêche, c'est même de la survivance. Donc, venez regarder, mettez vos scopes sur Madagascar avant de passer à d'autres pays dans l'ordre alphabétique. Et voilà. Donc voilà, c'est notre, en tant qu'incubateur et accélérateur installé à Madagascar, nous, notre message, c'est ça. On prépare nos jeunes et les femmes à monter des projets. On les prépare également à savoir comment faire un montage financier. On les accompagne pour les pitch decks, mais aussi, je lance un message, venez à Madagascar. Quels sont les fonds en pré-amorçage et en amorçage? Venez à Madagascar. Venez à Madagascar. Rien qu'au Nexta, nous avons 85 entreprises, projets d'entreprises et entreprises alumni qui, je vous dis, c'est complexe. Encore une fois, c'est complexe. Il faut trouver des solutions pour financer ces jeunes. Donc voilà. Claire. Je retiens en fait deux choses, le financement des jeunes et venez à Madagascar. Mais on ne manquera pas peut-être la prochaine commission RSE et au délai du CIAM. Je vais regarder les finances du CIAM si c'est possible. Une autre question peut-être de la salle? Oui, j'en ai deux maintenant. Voilà, alors, trois. Bon, alors on va commencer par madame, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous présenter et de parler fort. Ok. Leslie Migard, Racine d'enfance. Donc, on est une asso qui construit des écoles préscolaires en zone rurale, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et là où on a implanté, on a constaté que les mamans, du coup, parce que pour entreprendre, il faut avoir du temps. Et comme les enfants sont à l'école, on a constaté que certaines mamans, du coup, avaient du temps pour faire des vanneries. Ça, c'était dans une localité. Et dans d'autres, on a vu que les mamans qui étaient monitrices, elles arrivaient parfois à elles-mêmes avoir également leur école. Et aujourd'hui, on a une directrice. Du coup, je voulais savoir si dans vos process, est-ce que la scolarité des enfants est un blocage et est-ce que vous l'avez aussi pris en compte pour pouvoir permettre aux femmes, là où dans les pays dans lesquels vous opérez, d'entreprendre. Parce que pour qu'elles puissent entreprendre, il faut qu'elles aient du temps. Vous avez parlé des maris, du chef du village, mais les enfants sont aussi parfois un blocage. Je voulais savoir si c'était un segment auquel vous avez pensé dans vos process. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de flexibilité Oui. dans l'accompagnement. Mais j'ai pensé à ça, effectivement. C'est-à-dire que pour accompagner les femmes en Afrique, il faut être flexible. Autant on peut être exigeant sur la formation initiale des jeunes au chômage, on te donne une opportunité, tu viens à 8 heures, c'est non négociable. Autant une femme qui doit se lever le matin, ramener les enfants à l'école, leur donner le bain, à manger, etc. Si on n'est pas flexible avec elle, on ne les accompagne pas.
Donc, effectivement, moi, je suis très d'accord et c'est vraiment un point sur lequel nous, on est très compréhensif dès lors qu'il s'agit de l'accompagnement des femmes. Ok. Dans votre cas, je ne sais pas si c'est aussi quelque chose. Bah, en plus de la flexibilité, je dirais la proximité. C'est vrai qu'on a une méthodologie où en fait on vient aussi dans les communautés tous les 15 jours ou tous les mois pour recevoir le remboursement du crédit, mais aussi donner ces sessions de formation. Et on se déplace à elle, et c'est ce qui fait aussi gagner énormément de temps, qui est si précieux pour ces femmes qui sont effectivement au four et au moulin. Et puis aussi, donc pour toutes celles qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, bien souvent elles sont déjà dans une activité génératrice de revenus autour de chez elles. En fait, elles vont faire de la couture ou alors elles vont faire de la cuisine et vendre devant chez elles. Et l'idée, c'est justement de les aider pour qu'elles puissent augmenter petit à petit leurs revenus et après envoyer leurs enfants à l'école et donc pouvoir travailler encore plus et de manière un peu plus libre et pourquoi pas se déplacer jusqu'à un marché pour pouvoir vendre au marché. Donc c'est aussi voilà, sur ce levier-là qu'on joue. Et de notre côté, nous, c'est pour ça qu'aussi on a imaginé ces formats un peu bootcamps de 2, 3 jours, parce qu'il y a certaines femmes qui ne pourraient pas s'investir sur les 9 mois avec du présentiel, etc. Et je pense notamment à Femmes d'avenir en Argentine, quand on avait beaucoup cette problématique-là, on a fait un format beaucoup plus hybride. On veut quand même du présentiel pour créer du lien entre les femmes, mais on le fait au tout début du programme et après, elles sont accompagnées aussi en ligne avec beaucoup WhatsApp et des facilitateurs qui les aident si elles ont des questions. Et puis, un rendez-vous un peu final où elles se réunissent une dernière fois. Mais voilà, on essaie d'imaginer différents types de formats pour pallier ces sujets-là. Merci. Alors, nous, de Ouais. notre côté, pour, pour les formations qui sont dispensées en ligne, on enregistre et bien sûr, on repartage aux bénéficiaires. Mais en présentiel, en fait, on a autorisé, notamment pour la mise en œuvre du projet Sandwich, où ce sont des mères célibataires qu'on cible. Obligatoirement, elles auront 2, 3 enfants avec elles. Donc, on a autorisé, en fait, on a proposé qu'elles viennent avec un accompagnateur et on a dédié un espace dans notre salle de formation où une crèche, pas permanente, mais temporaire, le temps de la formation, de sorte à ce qu'elle puisse se concentrer sur la formation, mais à côté, ses enfants sont pas très loin d'elle et il y a quelqu'un qui peut garder son enfant dans le même espace où elle est. Ok. Bonjour, donc Bénédicte Moulambin. Je suis cofondatrice de la plateforme éducative Africatique qui donc propose des contenus contextualisés à différents pays d'Afrique par les langues et par les situations d'apprentissage. Donc l'entreprise est basée à Paris. Nous avons une entreprise partenaire à Kinshasa et nous venons d'ouvrir un bureau à Dakar avec une ancienne collègue de Paris qui a choisi. Donc, je voulais savoir déjà que faites-vous en RDC? Nous sommes présents à Madagascar puisque par le biais de la Fondation Orange, puisque nous sommes diffusés dans les différentes filiales de la Fondation Orange et depuis une année, donc, nous avons été retenus dans le programme d'accélération de start-up du groupe Orange. Donc, à la RDC, on est présent au Sénégal, notamment, je pensais à Eramet, voilà, on pourra en reparler après la séance, mais je voulais savoir vraiment les conditions, justement, possibles d'accompagnement de notre collègue présente à Dakar, en sachant que dans les contenus, il y a donc des contenus pour le primaire et également des contenus d'inclusion pour les adultes avec de l'alphabétisation, de l'inclusion financière proposée dans les différentes langues. Et donc, est-ce que le financement est sur le porteur du projet ou sur les bénéficiaires du projet? Est-ce que les deux peuvent être un facteur prioritaire dans les accompagnements? Je t'invite à répondre, mais bien évidemment, un entretien à part permettra d'approfondir largement le sujet. Et puis, si parmi les panélistes, des personnes veulent contribuer, intervenir ou apporter un élément d'analyse et de contribution, c'est ouvert.
Roman, en quelques mots, si tu le souhaites. Sinon, Juste, c'est on a quel la type journée. de structure juridiquement parlant? C'est une entreprise Oui. sociale? Non, c'est une entreprise pas sociale. Ok. Bah, moi, en tout cas, avec ma casquette plutôt mécénat, on va plutôt financer des actions portées par tout ce qui est fondation, ONG ou entreprise sociale. Après, il y a toujours des liens qui peuvent se faire, donc oui, je pense qu'il vaut mieux qu'on en rediscute après la séance pour voir les synergies qui peuvent s'opérer. Oui, alors, nous, on est présent, on opère en RDC avec un partenaire qui s'appelle Kinshasa Digital Academy, KDA. On fait beaucoup de choses, hein, à la fois sur les femmes, sur les demandeurs d'emploi, mais aussi sur les enfants, parce que j'ai pas dit, mais simplement, on essaie quand même de commencer très tôt à l'école primaire. On a ce qu'on appelle le dispositif Simplon Kids, qui aussi acculture les enfants au numérique. Et, euh, et pour ce qui est du Sénégal aussi, pareil, enfin, le hub de Simplon en Afrique est à Dakar. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'il peut y avoir des connexions aussi avec votre représentant sur place pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. De toute façon, c'est ensemble qu'on pourra faire quelque chose, c'est sûr. Bon, il y a plein de sujets d'after. Et là, si une On n'est contribution. pas présent à RDC et puis au Sénégal, on est présent dans des zones très enclavées, en Casamance et à Matam, plus près des populations les plus vulnérables. Mais on peut échanger aussi sur des bonnes pratiques autour justement des techniques de formation sur des populations analphabètes, sur l'inclusion financière, etc. Et d'une chouquette. Voilà. La dernière question, peut-être, madame? Oui, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Mariam Banor, donc, consultante spécialisée dans l'insertion professionnelle et formatrice professionnelle dans le développement des compétences transversales et des soft skills. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour vos interventions très enrichissantes. J'ai pu découvrir, alors simplement, je suis un petit peu l'activité, mais j'ai pu découvrir les ramettes et votre structure également, ainsi que Menja Madagascar. Vous m'avez donné envie d'un jour y rendre. Voilà, donc ma question en tant que formatrice, c'est l'idée de savoir, vous avez appuyé sur le fait qu'il était vraiment essentiel d'accompagner en fait cette montée en compétences techniques avec des compétences transversales qui s'appliquent à tout secteur d'activité, qui forcément vont avoir un impact sur le volet professionnel et le volet personnel de ces femmes, puisqu'aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat féminin. À quel moment opèrent ces formations, en fait, au niveau des développements transversaux et des soft skills? Est-ce que dans vos différentes structures, c'est quelque chose que vous proposez en amont pour travailler un petit peu sur le mindset? Il me semble que l'un d'entre vous expliquait qu'il y avait aussi ce terrain propice à pouvoir apporter par la suite, en fait, tout ce qui va nourrir le projet entrepreneurial. Ou bien est-ce que c'est parsemé tout au long de vos parcours de formation, ou c'est quelque chose que vous venez en renfort à l'issue des parcours que vous proposez? Mm. Alors moi, je dirais, c'est vraiment tout le long en amont. Pourquoi? Parce que Madame parlait tout à l'heure de la question du financement, mais c'est un vrai problème, hein, la question du financement, de suivi. On a beau accompagner les femmes, si vraiment la mentalité n'est pas là, c'est compliqué. Je vais vous raconter une histoire, rien à voir avec Simplon, ça c'est une histoire personnelle, parce que moi je crois beaucoup à la contribution des femmes en Afrique. Enfin, et sur mes propres deniers, je finance un dispositif que j'ai appelé Aballement. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Aballement en Wolof, c'est prêtement. Pour les femmes de mon village, qui est à plus de 50 km de Dakar. Ce n'est pas forcément un village, mais c'est un gros village, parce que c'est quand même 40 000 âmes. 40 000, oui. 40 000, c'est un gros beau petit village. Voilà. Et je prends de ma poche, je mets en place un fonds que j'appelle Aballement. Et je recrute des étudiants qui ont fini, mais qui n'ont pas de boulot et tout ça, pour les former, pour qu'ils puissent accompagner ces femmes-là. C'est des prêts, c'est des petits prêts, hein, parce que finalement, je travaille à l'impact social, je ne suis pas. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, et, euh, je fais une première salle de prêt à des femmes. Euh, à l'heure du bilan, parce que moi, je me déplace quand j'ai un peu de temps, j'en ai très peu, mais quand je me déplace chez les femmes qu'on finance pour voir ce qu'elles font. Mais elles bouffent tout l'argent. Elles bouffent l'argent. Et ce qu'elles te donnent comme explication, c'est plausible. Et c'est beaucoup lié à la réalité aussi socioculturelle. C'est un problème compliqué. C'est-à-dire que tu peux pas les engueuler parce qu'elles ont bouffé. Pourquoi? Parce que quand une femme te dit, je suis là, j'ai 5 enfants, mon mari m'a abandonné parce qu'elle a pris une deuxième épouse.
Tu m'as donné l'argent, moi je fais des beignets que je revends, je fais de la bouillie que je revends. Mais à midi, je sais que les enfants vont arriver à 13h. Qu'est-ce que je mets dans la marmite? Mais j'ai pris cet argent-là, j'ai pris le bénéfice, j'ai mis ça dans la marmite. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux rien dire. Et donc, ce travail-là profond de préparation, ce que je disais, le travail préparatoire, il ne suffira jamais. C'est pas comme ça que ça marche, le... Ah bon, là, je croyais. Ça ne suffira jamais. Donc, je pense qu'on a un problème de fond. Pour rebondir sur la question de madame tout à l'heure, on a un problème de fond et moi, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut. On a des réussites, Ouais. hein. On a des réussites. Mais le souci aujourd'hui, c'est... Et puis, après, tu as affaire à des femmes qui sont analphabètes. Pour plusieurs, elles ne sont jamais sorties du village. Elles ne sont jamais allées à Dakar. Et puis, tu leur donnes après 100 euros pour dire, OK, d'accord, pour faire ta bouillie, tes trucs, tes beignets, tu vends. Mais sache que ça, c'est moi qui t'aide. Et je veux que d'autres femmes puissent en bénéficier de grâce. Essayer de rembourser. Oui, je vais rembourser. Parce qu'elle est juste pressée de récupérer les 100 euros. Après, l'argument qu'elle va te donner, tu ne peux absolument rien faire. D'un autre côté, en microfinance, on dit que les femmes sont souvent très sérieuses, qu'il y en a beaucoup qui remboursent très scrupuleusement. Et après, évidemment, il faut qu'elles Ne démarre pas sans Peut-être plus aléas sérieuse. qu'elle rencontre. Plus sérieuse que les hommes, peut-être. Voilà. Oui, Il y c'est a ça. aussi un petit distinguo à faire. Que les hommes, voilà. Nous, on est... C'est-à-dire que cet argent est utile pour la maison. Là où pour l'homme, ça va Oui, être c'est ça. de chercher une deuxième femme. Donc, Et en fait, je pense que ça s'accompagne de plein de choses. et boire. Comme en France, il y a un siècle. Ça doit être très amplement. Et donc, entrepreneurs du monde, nous, on est financeurs. Et comme je le disais, on finance sans demander aucune garantie. Donc, nous, on fait des formations en amont. Parce qu'en fait, on a tout intérêt à être remboursé parce que sinon, on n'a pas de backup. En fait. Donc, il y a un cycle de formation qui est obligatoire, qui est un peu en fait la période d'observation mutuelle où on apprend à se faire confiance et aussi les femmes savent qu'en fait, on est un peu la seule main tendue pour elles. Donc, elles vont être sérieuses derrière. Et après, la formation, elle est aussi continue, que ce soit sur de la technique pour justement à combien je dois vendre pour ne pas vendre à perte, parce que la plupart sont analphabètes, elles savent aussi très mal compter, et en fait, elles vont parfois revendre à perte. Voilà, comment j'ai ça, voilà. Des trucs vraiment liés sur l'activité et aussi des trucs sur le renforcement, voilà, des soft skills. Et ça se passe aussi beaucoup finalement par le partage d'expérience, les inviter à prendre la parole. Et en fait, on base beaucoup sur ça et on va en fait tous les 15 et aussi cette proximité et cette temporalité, ça va être tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépend des programmes, et on va alterner formation autour de l'activité, formation autour des soft skills d'ordre un peu plus social, et ce package tout complet. Et pour répondre aussi aux problèmes là, sur voilà, toutes ces femmes qui font face en fait, à des aléas concrets, les enfants n'ont rien à manger, etc. Nous, on propose un service d'épargne qui est obligatoire, comme je le disais tout à l'heure, enfin, qui est aussi gratuit et rémunéré, mais c'est obligatoire. On les éduque à cette épargne et quand elles ont justement un aléa, un enfant qui tombe malade, elles qui tombent malades, donc elles ne peuvent plus travailler, etc., elles vont piocher dans cette épargne pour justement ne pas venir mettre en mal l'activité et le remboursement du prêt. Et c'est cet accompagnement, en fait, c'est tout. Voilà, il n'y a rien de magique, mais c'est cet accompagnement de fond complet et qui fonctionne vraiment. Je pense que le fait de vraiment venir en renforcement des capacités sur tout ce qui va être transverse et soft skills, c'est quelque chose qui permet la durabilité de différents programmes. Parce qu'à un moment donné, l'entreprise, elle peut avoir plusieurs vies. Enfin, la femme peut aller vers d'autres activités. Mais cela, le fait qu'on ait dans quelque chose de transverse, ça permet d'être appliqué dans le personnel, dans le professionnel et dans différents comptes. Et je finirai par juste témoigner de Saint-Plon, de Tech for Mauritanie, puisque j'ai pu me rendre à Saint-Plon en Mauritanie. Ah ouais. Et rencontrer du coup votre première promotion avec Mamadou Sen, où j'ai pu du coup partager avec eux des tips sur l'insertion professionnelle. Vraiment, je félicite ce que vous faites, l'engagement. Parce que comme vous l'avez dit, le numérique, c'est pas la solution pour le continent africain, mais c'est une des solutions pour travailler à l'insertion professionnelle. Et il y a plusieurs voies en fait pour travailler. C'est tous ces programmes-là que vous venez nous présenter, que ce soit sur Madagascar, ce que vous faites au Burkina Faso, au Sénégal, ou à travers Eramet, qui en synergie vont proposer en fait des choses intéressantes pour cette jeunesse qui est importante, qui représente quand même plus d'un habitant sur deux sur le continent et qui ont de la motivation, qui ont de l'envie. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur la désirabilité de ces territoires pour éviter cette fuite de cerveau, cette fuite de talent
vers des avenirs incertains alors qu'il y a tant à faire sur le continent. Donc, bravo à vous et continuez sur tous vos efforts. C'est ce que j'allais dire. Merci. Et venez à Mada. Merci. Écoutez, je vous propose de conclure. On a fait un beau retour, un beau partage d'expérience sur ces différents enjeux. Il y a une petite question là. C'est Philippe Cordier de la commission RSE de Eurocham au Sénégal. Philippe, bonjour. Qui a indiqué que si jamais une personne était preneuse, il pose son contact pour échanger au niveau du Sénégal. Voilà, donc au niveau du Sénégal, n'hésitez pas à aller solliciter la commission RSE d'Eurocham. J'ai ses coordonnées aussi, mais sinon elles sont accessibles en ligne pour un retour d'expérience. Eurocham regroupe les entreprises européennes qui opèrent au Sénégal, une organisation mondiale ou en tout cas multi-pays. Et on y fait fréquemment des commissions croisées entre la commission RSE ODD du CIAN et la commission RSE du Sénégal ou de Côte d'Ivoire en attendant les autres pays pour développer tout cela. Je vous remercie donc à toutes et à tous d'avoir assisté à cette séquence. Je remercie également tous ceux qui vont pouvoir visionner ultérieurement ce webinaire jusqu'en 2067. Et je vous dis à très bientôt pour aborder d'autres sujets. On peut peut-être juste aussi donner un rendez-vous qui est dans 2 jours, qui est la commission digitale du CIAN. On va parler de l'alphabétisation numérique, qui fait partie aussi de l'accès à l'entrepreneuriat, ou qui peut être complémentaire Tout à fait. au programme d'inclusion sociale. Donc voilà, c'est dans 2 Programme, jours, mais ce sera aussi c'est demain. Ouais, c'est même demain soir, en fin de journée. 18h30, me semble-t-il, heure de Paris. 18h30, heure de Paris. En ligne, en présentiel, Ici, voilà. Inscription en ligne, de préférence, sur le compte LinkedIn du CIAN, notamment. Et vous allez retrouver des partenaires comme l'école 42, très complémentaire par rapport à ce que fait Simplon, et qui est partenaire d'ailleurs eux-mêmes d'Action, puisqu'ils ont ouvert Madagascar 42, je crois, qui est donc l'école de... 42, Antananarive. 42 Antananarive, voilà, pardon. Oui. Voilà, suivez. Merci à toutes et à tous.